Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, en direct le mercredi ou en podcast quand vous voulez. Demain, moins d'étudiants, c'est la question que nous allons nous poser à l'heure de Parcoursup, de la sélection à l'université et des problèmes de financement de celle-ci. « 100% des universités françaises ont voté un budget en déficit pour 2026. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a lancé des assises du financement des universités, pile pendant la période des partiels de janvier. Les conclusions nous parviendront dans 6 mois. À l'heure où l'éducation nationale supprime des postes de professeurs en raison de la démographie, il y a moins d'élèves, ça pose d'ailleurs question, l'université se voit contrainte de supprimer des postes et des places, alors que le nombre d'étudiants qui y sont inscrits augmente, plus 200 000, soit 13% environ en 10 ans. Pour les présidents d'université, la progression du budget, 5 milliards d'euros, n'a suivi ni les besoins, ni l'inflation. Certains et certaines parlent de mort programmée et posent cette question. Qui veut la peau des universités ? Bonjour Delphine Le Thor. Vous présidez l'Université du Mans et je parle de vous, en l'occurrence, mais pas seulement de vous. Alors, quelle stratégie d'avenir, de survie pour le supérieur public ? Augmentation des droits d'inscription, sélection, mécénat et autres partenariats. Vous allez en débattre, Delphine Le Thor, avec Helmoud Moud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de Paris Sciences et Lettres. Enfin, au-delà des stratégies et derrière la faiblesse des financements, un discours qui consiste à dénoncer le trop grand nombre d'étudiants et qui consiste aussi à mettre en cause l'utilité même des études se fait entendre, et pas seulement. Dans la Silicon Valley, chez nous, on dénonce le côté, par exemple, trop peu professionnalisant de la fac. Alors, allons-nous vers une démassification du supérieur ? Dans ce cas, c'est le sens même des études qui est mis en cause et le rôle des universités pour notre société qui doit être interrogé. Ils pourront dire qu'ils ont pris la Bastille. Quelques manifestants ont en effet réussi à monter au sommet du monument, là où se trouve le fameux génie. Pour crier non au projet de vaquer, des centaines de milliers d'étudiants et de lycéens ont réussi donc à organiser un gigantesque défilé. 8 km de long entre la Bastille et les Invalides. On pense que ce gouvernement n'est pas plus bête que les autres. S'il y a 1 million de jeunes dans la rue, il est obligé de retirer, ou sinon il apparaîtra comme le gouvernement qui prend les mesures les plus antidémocratiques qui soient et qui au sommet toute la jeunesse de France à dos. Ça fait 40 ans, bientôt 40 ans, en tout cas à la fin de l'année, que ces étudiants ont manifesté contre la loi Devaquet qui visait à augmenter le montant des droits d'inscription et instaurer une sélection à l'université. Je crois que ça fait partie des sujets dont on va parler et peut-être dont on a plus ou moins parlé pendant ces 40 ans, mais qui sont revenus très très fort ces dernières années avec... En ce moment, eh bien déjà, cette question du financement qui ne suit pas les besoins. Helmoud Moud, est-ce que c'est pour vous la question la plus cruciale aujourd'hui ? Non, alors, beaucoup de choses sont dites qui sont pas justes, au sens où elles sont, je dis pas par vous, mais dans le débat public, par exemple, y a-t-il trop d'étudiants ? Ça n'est pas vrai. Le rapport de l'OCDE on qui va y revenir. sujet, on va voilà. progresser. Je vais revenir sur cette question propos, parce que c'est pas une question de trop d'étudiants. C'est pas non plus une question de massification. C'est une question d'équilibre bas de l'enseignement supérieur français. Alors ça, c'est ma position. Équilibre bas. C'est-à-dire qu'on est en fait pris entre des filières très sélectives, malthusiennes, qui recrutent des tout petits effectifs, invisible dans la mondialisation, et des universités qui, il faut bien le reconnaître aussi, sélectionnent beaucoup par l'échec. À 40% de taux d'échec en licence encore. Donc c'est ce que moi j'appelle l'équilibre bas. Il y a une sorte de collusion entre ces deux parties, ces deux pôles. Et en réalité, il faut ouvrir les filières sélectives. Parce que les 15 à 20% d'étudiants qui ne sont pas intégrés dans les filières sélectives ont le même niveau en compétences que ceux qui sont admis. Donc, c'est 15 à 20% de gaspillage qu'on met dans la rue. Et puis, d'autre part, il faut désengorger les filières de masse. Et parce que le problème, c'est que les dotations par étudiant sont
très inégalitaires. Ah, ça, on va Et on va y revenir, mais revenir. c'est important de poser le cadre. Elles sont 4 fois plus élevées dans les filières sélectives que dans les filières de masse. Et très différentes suivant Et les très, très universités. différentes. Donc vous avez ce que j'appelle, moi, un équilibre bas, dont il faut sortir par une troisième voie, une voie qui a le courage de créer des filières sélectives, mais diversifiées, avec des nouveautés, de la bidisciplinarité, des choses nouvelles, etc. Donc il faut, c'est pas non plus une situation de désespoir. Le rôle des universités a changé depuis 15-20 ans, y compris dans les territoires, et il faut le mettre en avant comme un rôle extrêmement positif, on peut le chiffrer. Alors, je ne sais pas si je dois vous appeler Monsieur le Président, mais je ne suis pas une de Je vos suis étudiantes. pas du tout attaché à... El Moumoud, vous avez, comme au jeu de loi, sauté plein de cases. Et on va Oui, mais repasser par je vous ai certaines... posé le cadre aussi. Par certaines de ces cases. cadre Donc macro, ça nous voilà. montre un petit peu un chemin et pas tout à fait répondu à ma question, mais je vais la poser à Delphine Le Thor et puis on va revenir à vous. Donc présidente du Mans Université, vous avez publié une tribune donc intitulée « Qui veut la peau des universités françaises ?» On l'avait cité d'ailleurs dans l'émission du 7 janvier sur les étudiants et leur pauvreté. C'est une tribune qui dénonce le manque de moyens, un manque de moyens assez criant si on examine le chiffre 100% des universités françaises en déficit. Alors déjà, est-ce que vous pensez que c'est une décision qui consiste à vouloir la mort des universités que de leur allouer des moyens insuffisants? Donc je parle de décision du gouvernement, du ministre et de Bercy surtout. C'est l'hypothèse qu'on présente dans cet article avec mon collègue Jérôme Barré. On observe que le financement des universités par étudiant n'a fait que baisser depuis une dizaine d'années, alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on accueille davantage d'étudiants. Je vais parler du point de vue de Le Mans Université, parce que pour moi, c'est plus facile. Donc, on est une petite université de territoire avec entre 12 et 13 000 étudiants. Actuellement, il nous manque, par exemple, 60 postes d'enseignants-chercheurs. Donc, ce sont des postes qui n'ont pas été recrutés en campagne d'emploi. Ils sont remplacés par des doctorants, par exemple. Donc, ça précarise l'emploi à l'intérieur de l'université. Et on a fait des calculs qui montrent que dans les 5 années à venir, on a également 50 enseignants-chercheurs qui vont partir en retraite. Donc, ça nous fait une masse salariale, en gros, 100 personnes qui vont manquer dans les forces enseignantes, alors que le nombre d'étudiants ne baisse pas. Donc, on nous annonce une baisse du nombre d'étudiants, mais dans les faits, cette baisse, elle n'est pas là. Et même pas si tout de elle... suite, ça va arriver démographiquement, mais c'est pas tout de suite. Donc pour l'instant, beaucoup d'étudiants et pas suffisamment de professeurs. Pourquoi manquez-vous de professeurs? Est-ce que c'est seulement une question de budget? Oui, c'est évidemment une question de budget. Nos budgets baissent, donc on ne peut pas recruter. Et on nous dit... On profite de l'autonomie des universités, mais on est piloté par des indicateurs nationaux. Donc, ce qu'on appelle, par exemple, le taux d'Isambourg, c'est un taux qui est explicite qu'on ne doit pas avoir plus de 83% de masse salariale dans les universités. Donc, comment expliquer que nous, il nous manque 50 enseignants-chercheurs et on est bien au-delà de ce taux de masse salariale. Donc, ce taux, il grimpe mécaniquement parce que nos financements baissent. Et en fait, c'est pour ça que je parle de... Voilà, est-ce qu'on veut la peau des universités? Parce que finalement, ces indicateurs nous mettent dans le rouge continuellement. On a beau essayer de faire des économies. Par exemple, en 2026, on nous rajoute un casse pension, c'est 1,2 million d'euros en plus dans le budget de l'Université du Mans. Expliquez ce que c'est. Le casse pension, c'est la cotisation pension cotisation retraite, pour les fonctionnaires. Donc c'est une cotisation qui est rajoutée dans les charges, mais qui n'est pas compensée. Donc l'État a décidé dans les dernières années un certain nombre d'augmentations de charges. Sans augmenter notre budget. Voilà, c'est les points d'indice, la retraite des enseignants qui vous manquent aujourd'hui, mais ceux qui sont partis, évidemment, dépendent encore du budget de l'université. Enfin, je dis évidemment, mais c'est pas facile à comprendre. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose pour le budget de l'éducation nationale, mais qui, pour le coup, est beaucoup plus centralisé. Est-ce que vous faites face au même problème, El Moumoud? On peut préciser que Paris Sciences et Lettres, c'est beaucoup plus gros que l'université du Mans. C'est plus gros en termes d'effectifs. On a 17 000 étudiants au total.
Mais c'est quand même Mais c'est d'autres 11 écoles, institutions, des voilà. grandes écoles, Ça des regroupe écoles d'art, plus des écoles d'institutions. d'ingénieurs, des écoles généralistes comme une université, Dauphine. Mais je suis d'accord avec ce qu'il y avait d'être dit. C'est-à-dire que on a une situation très contrastée, si vous voulez, mais une situation commune pour toutes les universités. La situation commune, c'est que depuis une quinzaine d'années, j'ai fait le calcul, je suis économiste, donc je m'intéresse beaucoup à ces sujets aussi de financement. En termes réels, c'est-à-dire en pouvoir d'achat, la subvention pour charges de service public a baissé. Parce que l'inflation a continué à augmenter et ça n'a pas été compensé. Et donc, en termes réels déjà, le coût de la vie a augmenté, mais pas la subvention pour charge de service public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis, et vous l'avez dit très bien, Delphine, depuis la crise Covid, en gros, l'État a pris des mesures qui sont bonnes. C'est-à-dire réévaluer les points d'indice des personnels administratifs, c'est super. Moi, je suis pour, évidemment. Réévaluer les points de pension pour les retraités, tout ça, c'est très bien. Mais il faut appliquer la logique du payeur-décideur, du décideur-payeur, pardon. C'est-à-dire que là, le décideur, c'est le gouvernement, mais le payeur, c'est l'université. C'est pas normal pour des fonctionnaires. Et surtout que quand on a des contractuels et qu'on a des... Moi, j'ai présidé l'Université Paris-Dauphine de 2020 à 2024. J'avais des fonctionnaires et des contractuels. Évidemment, les mesures qu'on affecte aux fonctionnaires, on les affecte également aux contractuels de droit public. Donc ça nous coûtait 2 fois plus cher cette non-compensation. Donc en fait, partout où les universités sont rentrées dans le rouge aussi, c'est dû la plupart du temps à des chocs exogènes dus à des mesures non compensées. Voilà. Plus la baisse en termes réels de la subvention. Donc ça, c'est ce que partagent toutes les universités. Maintenant, l'université a aussi un rôle majeur dans l'économie et les universités, elles ne demandent pas l'aumône. Mais c'est super important. Elles ne sont pas là en train de dire subventionnez-nous. C'est nous qui créons de la richesse. Ce sont les universités qui créent de la richesse, de l'innovation, qui sont les acteurs de la souveraineté technologique, que ce soit dans l'économie ou dans les territoires. On garde ce point en tête et on va bien expliquer pourquoi. Parce que si vous voulez, je ne souhaite pas, moi, avoir un discours défensif comme si les universités étaient là à réclamer des sous. Elles réclament des sous simplement parce qu'elles créent de la richesse et que le retour sur investissement est très très bon. Et là, vous êtes d'accord, je suppose, Delphine Le Thor. Ah oui, tout à fait. Le rôle des universités sur les territoires, ils sont essentiels. Surtout, voilà, en province, enfin partout, mais en province, une université, elle fait vivre une ville. Elle fait vivre la culture, elle fait vivre la citoyenneté. Donc, le bénéfice de l'université sur un territoire, il est même au-delà de la question économique. Elle apporte une richesse humaine. On imagine... D'ailleurs, c'est aussi pour cela que les petites villes veulent également développer leurs universités, parce qu'elles savent que c'est un moyen de garder la jeunesse, c'est un moyen de dynamiser le territoire. Une ville sans cette université, elle s'appauvrit à tous les niveaux. Donc le bénéfice, il n'est pas que économique. Donc ça va du niveau local au national jusqu'à l'international. Si on parle de PSL, bon voilà, il y a des grandes écoles aussi au sein de cette université. Mais on peut aussi évidemment en parler pour Le Mans, qui a ses spécialisations comme l'acoustique, je crois. Oui, alors Le Mans, c'est une petite université, mais on a ce que j'appellerais des pépites en matière de recherche, parce que quand on est petit, on est peut-être aussi plus créateur, plus force d'innovation. Donc nous, on a un laboratoire d'acoustique qui est l'un des meilleurs, sinon le meilleur en Europe. On a des collègues qui travaillent, qui ont été les premiers, par exemple, à inventer tout ce qui se fait autour de la rudologie. La rudologie, c'est le traitement des déchets. On a été les premiers à ouvrir un master en littérature jeunesse. Donc en fait, comme on a besoin d'exister, on trouve toujours des filières qui nous permettent et des manières de faire qui nous permettent de nous faire remarquer, d'exister et d'avancer aussi.
parce que les petites universités, elles font avancer les territoires. On est aussi énormément, vous parliez tout à l'heure de professionnalisation, mais en fait, il y a une méconnaissance de ce qui se passe à l'université parce qu'on a énormément de formations qui sont en apprentissage, qui sont en lien avec les professionnels des territoires. On n'est plus l'université isolée de son tissu économique comme certains pensent l'avoir, mais ça, c'est une vision datée qui date d'il y a 30, 40 ans. Aujourd'hui, l'université, elle est ancrée dans son territoire et dans son tissu économique. Je me pose plein de questions en vous écoutant, mais parmi celles-là, parce qu'il y en a que je garde, parmi celles-là, c'est est-ce que des écoles, même privées, aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup d'écoles qui se créent dans le supérieur, n'apportent pas aussi un dynamisme économique aux villes? Pourquoi l'université ferait mieux? Après tout, si on veut du supérieur, ça peut être plein de structures différentes. Je vous cherche un peu, mais je veux que vous préciser votre pensée. L'université, a des frais d'inscription, des droits d'inscription qui permettent une réelle mixité sociale. Un territoire comme celui où est l'université où je suis, le fait que nos droits d'inscription soient relativement modestes permet à des jeunes d'envisager un avenir universitaire qui leur serait fermé s'ils devaient payer 1 000 € l'année, par exemple. On est dans des territoires où c'est pas possible. Les jeunes, des fois, s'autocensurent même, par exemple. Donc, cette année, à l'Université du Mans, on ouvre, par exemple, une filière psychologie. On voit, par rapport aux questions qu'on reçoit, aux retours qu'on a, que ça répond à une vraie demande. Les futurs étudiants étaient obligés de partir à Angers ou à Caen pour suivre cette filière. Et même avec les bourses, en fait, c'est un frein psychologique. Donc, en fait, l'université, elle ouvre des perspectives à des jeunes qui méconnaissent aussi le système, soit universitaire, soit privé, parce que les écoles, les grandes écoles, par exemple, quand on vient d'un lycée qui est dans une périphérie de ville, on n'a pas en fait le capital culturel qui permet de connaître ces écoles-là. Et on n'a pas les moyens de partir à PSL. Si, alors là, Alors, non, il y a des politiques qu'on met en place. Non, j'aurais un point de nuance par rapport à ça. vous avez la mixité On a 30% de sociale en boursiers. tête comme un Évidemment, souci, comme un objectif. Évidemment. Ce que vous dites est parfaitement juste. Il y a de l'inhibition à la fois pour les enfants issus de classes non privilégiées, j'aime pas dire défavorisées, parce que c'est populaire. Oui, populaire, si vous voulez, de classe ouvrière, dont je suis issu par ailleurs. Donc, que j'assume parfaitement. On a besoin d'avoir la diversité. Et donc, à PSL, l'université PSL, on a 30% de boursiers dans nos classes dans les licences de CPES, par exemple. CPES, c'est les cycles pluridisciplinaires d'enseignement supérieur qui ont été inventés par PSL. On fait à la fois des sciences et des lettres. Dans l'ensemble, à Dauphine même, on a augmenté le taux de boursiers considérablement. On est à 25% de taux de boursiers. Pourquoi ? Parce qu'on applique une politique qui consiste à aller chercher les boursiers, chercher les cordées de la réussite, c'est un des éléments, mais c'est pas seulement un des éléments. Et là, au risque de vous choquer, mais Parcoursup a joué un rôle considérable. Avant Parcoursup, on avait 10 000 candidats, 80% à Dauphine venaient des lycées parisiens. Avec Parcoursup, on a toujours pour 900 places, et avec Parcoursup, on a 25 000 candidats. Et donc, la diversification s'est accrue considérablement des profils. Donc, à qualité égale, on peut augmenter, désinhiber et aller chercher des étudiants. Donc, franchement, pour moi, c'est pas un trop d'étudiants. Je le disais, quand on regarde les chiffres, on a cité ce chiffre de l'OCDE. C'est un rapport de l'OCDE qui est sorti en disant, la moyenne des 25-34 ans, 48% des 25-34 ans sont titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur. Pour la moyenne OCDE, et 53% en France. Et on s'est dit, la France a plus d'étudiants dans la tranche des 25-34 ans que la moyenne des pays de l'OCDE, et en réalité, quand on regarde pays par pays, le Royaume-Uni est à 60%. Et nous sommes à 53%. Par ailleurs, on sous-investit dans l'éducation. On sous-investit vraiment parce qu'on a 1,7% de notre PIB qui est affecté à l'enseignement supérieur. Donc,
Et contrairement à ce qui est raconté, si vous regardez les chiffres de près, on n'a que 68% des ressources qui proviennent de financement public, contre 72% pour la moyenne de l'OCDE. Donc en fait, il y a plein d'idées reçues sur l'université. L'université a changé, elle est plus diversifiée. Même à l'université PSL, où nous avons l'école normale supérieure, les écoles des mines, l'école de chimie de Paris, etc. C'est pour ça que je parlais un peu diversité, de grande université. Mais ça a augmenté considérablement. Simplement, si nous ne faisions pas ce travail-là d'aller chercher aussi les filles dans les filières sélectives, on aurait un statu quo qui serait la reproduction des inégalités. Mais ces inégalités se reproduisent aussi parce que les droits d'inscription, et là je suis désolé, j'aurais peut-être un bémol très fort par rapport à ce que vous dites, c'est que moi je considère qu'il faut faire payer les riches. Et donc des droits d'inscription progressifs en fonction des revenus des parents, c'est ce que nous mettons en place, nous, à PSL. Ça permet d'avoir ces 30% de boursiers, de redistribuer et de faire payer les plus riches. Alors, parce que, juste, je termine vraiment sur ce point, il y a une surreprésentation des classes très aisées dans les filières très sélectives, qui ont des dotations 4 fois plus élevées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une surreprésentation des classes populaires dans les filières de masse, qui ont des 4 fois moins de dotations. Et tout le monde paye 175 €. Où est l'erreur? Ça veut dire qu'on subventionne, j'ai fait le calcul, environ 30% les riches. Ça veut dire qu'il y a 30% de subventions directes qui reviennent aux riches. Donc pour moi, il y a des changements à opérer, tout en restant dans le cadre français, plafonner ces droits d'inscription à des niveaux raisonnables, mais redistribuer mieux, parce que l'impôt ne joue pas son rôle redistributeur, et les inégalités ne cessent de se reproduire en France. Voilà. Donc des droits progressifs, c'est pas du tout encore appliqué partout, même à PSL, hein, les droits progressifs pour ces étudiants. On revient un peu en 1986, ça met pas vraiment les étudiants dans la rue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Delphine Le Thor, de cette idée d'augmenter le ticket d'entrée à l'université de manière progressive ou de manière réfléchie en fonction des revenus des familles? Moi, je serais beaucoup plus nuancée sur cette question. Déjà, l'université doit assurer une égalité d'accès aux études supérieures. Donc, voilà, des frais différenciés, on rompt un principe d'égalité. Et on dit aussi qu'on est dans un pays où les familles sont les plus taxées du monde. Enfin, on paye beaucoup d'impôts et ça reviendrait à payer 2 fois. En fait, nos impôts, ils sont déjà là pour payer les services publics. Donc, on va payer nos impôts plus des droits d'inscription élevés. Voilà, c'est un système qui m'interroge. Non, on ne paye pas trop d'impôts en France. Hein. Les plus riches payent beaucoup moins. Hein. Le système n'est pas redistributif. Hein. Si on avait un système redistributif, je serais absolument d'accord avec vous. À ce moment-là, ça suffirait. Le problème, c'est je vous le dis, on subventionne les plus riches dans ce système. Pour moi, il ne faut pas faire payer la même chose à tout le monde. On exonère, nous, nos boursiers à 30%. Les boursiers payent 0. Mais par contre, les classes moyennes payent très peu, et c'est les classes les plus aisées qui payent plus, mais elles ne payent pas plus d'impôts aujourd'hui. C'est tout le débat sur les taxes que vous avez. Je pense que notre différence de point de vue, elle est liée au fait qu'on n'est pas sur le même territoire. Exactement. Ça, je suis d'accord. Nous, voilà, à Le Mans Université... la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, je suis allée dans un lycée où même les enseignants, en fait, me parlaient de la vision négative qu'ils avaient de l'université. Donc, il y a une image dégradée de l'université qui ne reflète pas du tout, en fait, la qualité de ce qu'on fait. Même donc les enseignants m'expliquaient que les meilleurs élèves, ils leur conseillaient d'aller dans les grandes écoles et les moins bons dans les BTS et puis les autres à l'université. Et c'est vraiment une méconnaissance de la qualité de nos formations et des objectifs métiers en fait qu'elles nourrissent, qu'elles servent. Et moi, je suis très attachée à l'université publique. On a une mission de service public. Et on doit offrir l'accès à l'enseignement supérieur à tout le monde, indifféremment. Sur le modèle de l'école Sur le modèle de l'école. On voit bien dans d'autres pays où on paye des droits d'inscription, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, la sélection, si elle ne se fait pas par des critères académiques, elle se fait par des critères financiers.
Et souvent, les deux vont aussi ensemble. Quand tout à l'heure, j'ai parlé de capital culturel. On n'est pas... Là, ce que nous proposons, c'est des plafonnements à 10 000 euros, ce que payent déjà très facilement les enfants de classes très favorisées dans les écoles de commerce, qui sont beaucoup moins bonnes, privées. Donc, en fait, l'école publique aussi, elle a besoin d'être renforcée. Il faut... Tout à l'heure, vous demandiez à ma collègue pourquoi, à ce moment-là, ne pas faire venir le privé, parce que, là, nous serons d'accord, je suppose, le cœur de l'enseignement public universitaire, c'est que c'est de l'enseignement par la recherche. Nous recrutons des enseignants-chercheurs qui enseignent. Ce n'est pas toujours le cas des officines privées qui rentrent dans l'enseignement supérieur par des moyens détournés, déloyaux, des fonds d'investissement, de l'immobilier ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un élément clé du système français. C'est pour ça que moi, je suis le défenseur du système public français, mais je pense qu'il faut le faire évoluer. C'est un paysage très contrasté que celui de l'enseignement privé, parce qu'il y a des universités privées, il y a des écoles privées d'intérêt public, grandes écoles ou non. Et puis, il y a des écoles privées à but lucratif. On avait fait une émission extrêmement intéressante sur le livre Le Cube de Claire Marchal, une enquête sur donc ces universités à but lucratif, ces écoles à but lucratif. Tout à l'heure, vous posiez la question de savoir quel était l'impact de la baisse du budget sur les universités. Donc, il y a certaines universités qui ont baissé leur capacité d'accueil. À qui est-ce que cela bénéficie ? Alors oui, est-ce que ce sont des étudiants qui vont aller dans le privé ? C'est ce que vous pensez ? C'est évident, puisque, par exemple, il y a quelques jours, où, le président de l'université de Rouen, face à la... 700 places. Voilà, moins 700 places. J'ai les deux chiffres. Était annoncé pour la rentrée 2026. Donc, ces 700 étudiants, ils vont aller où ? Et c'est pas il n'y a qu'une université. Donc, ça veut dire que, quelque part, le baisse, ou la baisse des financements des universités, il bénéficie bien à quelqu'un. Donc, c'est dans ce sens-là que, tout à l'heure, je parlais il y a quand même une dimension politique, voire un projet politique, puisqu'il y a des écoles qui tirent bénéfice de l'appauvrissement des universités. Et aussi des subventions publiques, de l'apprentissage, exactement. De l'immobilier également, comme je le disais. Et donc, effectivement, il faut mettre de l'ordre, vraiment de l'ordre là-dedans. On parlait tout à l'heure de Parcoursup également. Parcoursup a introduit un certain flou dans le paysage, puisque les écoles privées aussi sont sur Parcoursup. C'est-à-dire que si elles n'y sont pas, ça introduit aussi un autre flou et un autre biais, mais c'est une question dont on a déjà parlé ici, qui est assez complexe. Alors, on parle des financements, et le 29 octobre, votre ministre de tutelle, et je me demande à quel point vous discutez de tout cela avec lui, lui a évoqué l'université comme une bande de nuls à la ramasse. Ce sont les mots qu'il a prononcés au Sénat, car elle ne remporte pas assez d'appels à projets financés par exemple, les fonds européens de recherche. Et de sa part, je crois qu'il y a une vraie volonté de vous inciter à aller chercher de l'argent ailleurs. Comment considérez-vous à la fois ces termes, mais c'est peut-être pas le plus intéressant, quoique, et cette injonction à aller chercher de l'argent en Europe, via le mécénat, via d'autres partenariats divers et variés, avec le privé, par exemple ? Écoutez, là aussi, il vaut mieux bien s'informer sur les universités françaises qui ont basculé depuis 20 ans vers un système où elles vont chercher des ressources propres. Vous parlez à moi ou vous parlez à Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur ? Je crois que notre ministre est au courant de tout ça. Mais l'ignorance de l'université, elle est un fait français. Donc, en particulier à Bercy, mais pas seulement. Ça a beaucoup changé. Depuis la loi Allègre, d'ailleurs, ça a beaucoup changé. Si je prends mon université, on dépose 90 brevets par an. On accompagne des start-up. On a des revenus qui proviennent de ces licences de brevets. On a des revenus qui proviennent du partenariat avec l'industrie. On gagne des appels à projets France 2030. C'est 50% à PSL, c'est 50% de ressources propres.
Et la subvention pour charge de service public, c'est seulement la moitié. Donc c'est beaucoup, c'est des efforts de productivité énormes. Maintenant, ce que dit le ministre sur le fait que nous n'allons pas suffisamment chercher des ERC, c'est-à-dire des bourses d'excellence européennes, c'est vrai, il faut faire un effort parce que le taux de retour que nous avons, nous, en tant que Français, sur les ERC est relativement moins bon que pour d'autres pays. Cela dit, dans certaines universités, au CNRS, etc., les ERC sont extrêmement nombreuses, on a des prix Nobel, etc. Mais il faut, ce à quoi appelait le ministre, là, c'est d'aller davantage chercher des financements dans les programmes européens pour lesquels on contribue comme pays contributeur, mais pour lesquels le taux de retour, si vous voulez, est plus bas. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Cela dit, il faut rentrer dans les détails parce qu'il ne faut pas confondre tous les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Les chercheurs hébergés dans nos laboratoires qui viennent du CNRS et des ONR, des organismes nationaux de recherche, gagnent davantage de RC parce qu'ils sont aidés par nos laboratoires. Et les enseignants-chercheurs dont je suis fait partie, dont vous faites partie, nous avons du temps consacré à l'enseignement. Donc en fait, c'est ça qu'il faut aussi. C'est quand même le travail aussi de l'université. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est ça qui fait que nous créons aussi des gens qualifiés. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup en disant l'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est l'investissement le plus rentable en France. C'est le plus rentable. Le taux de retour est très très bon. Quand vous mettez 1 euro dans l'université, vous en gagnez 1,5, voire 2. Donc en fait, c'est très très rentable parce que surtout avec l'apprentissage, les gens sont d'emblée. Le rapport de l'OCDE dont je parlais tout à l'heure, il montre que ce qu'on fustige aujourd'hui sur le trop d'étudiants prétendument trop peu d'étudiants de diplômés de l'enseignement supérieur, de bac plus 5, c'est complètement erroné. Le taux de chômage est très bas pour eux, il est de 6% contre 12% en moyenne pour juste les diplômés du secondaire. Par ailleurs, ce qu'il faut vraiment observer, c'est que ces étudiants-là vont gagner de l'argent très rapidement parce qu'ils ont une prime salariale de plus 60% par rapport aux autres. Ce qui veut dire qu'ils payent des impôts immédiatement. Donc dire qu'il y a trop d'étudiants parce qu'on a trop de diplômés de l'enseignement supérieur à bac plus 5 est juste une erreur d'interprétation d'un rapport qui est plus intéressant que ce qu'on en a fait dans la presse. Donc être diplômé protège du chômage et permet de se voir offrir de meilleurs emplois mieux rémunérés et être diplômé de l'université. Même s'il y a des problématiques de licence qu'il faut mettre à part. Il y a des taux d'échec en licence qui sont dramatiques. Du bac plus 3. Voilà, bac plus 3, il y a un problème. Si vous venez de Helmut de nous dresser un tableau de ce que l'université peut faire pour attirer des financements, de tout ce qu'il y a de plus éclatant comme réussite universitaire, mais est-ce qu'on parle bien des mêmes choses suivant l'université où on se trouve? On a déjà évoqué les différences entre plus grandes et plus petites. Je vous propose d'écouter Anne Freiss, la présidente de Paul Valéry Montpellier, qui vient elle aussi, alors vous publiez tous des tribunes, les présidents d'université, de publier une tribune très remarquée, c'était sur France Bleu Héros. Pour un étudiant de lettres, d'histoire, de psychologie qui fait ses études à Montpellier, l'État investit 3 800 €. Alors que s'il fait ses études à Lyon, eh bien c'est plus de 4 600. S'il fait ses études à Toulouse ou à Paris, eh bien c'est beaucoup plus que 5 000 €. Alors vous multipliez cela par le nombre d'étudiants. Vous voyez la différence que cela fait, ça se compte en millions. Et la question qui se pose, c'est pourquoi les étudiants de Montpellier sont-ils moins financés pour faire le même diplôme national que ceux d'autres villes? Et auquel cas, j'aimerais qu'on justifie pourquoi mes étudiants à moi sont des sous-étudiants qui n'ont pas le droit à la même subvention d'État. Donc on se pose la question, comment ces subventions sont-elles réparties? Sur quels critères? Ces explications, je vais les réclamer et je vais les réclamer publiquement, puisque quand je les demande, moi, on me répond que nous sommes tous traités pareil et on m'invite à avoir une gestion plus saine de mon établissement. France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Voilà, Anne Fraïs, présidente de Paul Valéry à Montpellier, au micro de Guillaume Rouland, et on pourra l'entendre au micro de Guillaume Erner demain dans les matins, parce que l'université, c'est l'actualité. Aujourd'hui, avec tous ces problèmes de financement, on les a évoqués. Faut-il augmenter les droits? Faut-il trouver d'autres ressources? Et Delphine Le Thor, je vous pose la question, est-ce que c'est très différent pour des universités comme PSL qui peuvent se prévaloir de grandes écoles, parce que c'est une université, mais il y a à l'intérieur des grandes écoles de diplômes prestigieux, et pour les universités Excusez-moi, on subit les mêmes chocs. Alors ça, je l'ai dit à Mouboud, et c'est bien de le redire. Mais je ne voudrais pas qu'on pense qu'on est des privilégiés du coin. Je dis simplement mais est-ce que c'est pas plus facile pour vous de Mais non, on n'est pas les seuls à faire ça. Mais je crois que l'Université du Mans a aussi des financements et aussi des brevets déposés. C'est toute notre recherche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons des enseignants-chercheurs, des chercheurs qui enseignent. Donc, et en effet, on a une activité d'innovation qui est issue de notre recherche. 70% de la recherche aujourd'hui duale qui va au militaire provient de la recherche civile effectuée dans les laboratoires de recherche publics. J'aimerais bien que Delphine Le Thor puisse donner son point de vue sur cette différence entre les universités, différence de financement énorme. Fondamentalement, on est d'accord parce qu'on a le même fonctionnement. Donc, Anne Fraïs a l'alerte sur la baisse de la SCSP et l'inégalité de la SCSP sur le territoire français. Et là, en effet, c'est pas à moi de répondre, c'est à notre ministre. Non, mais vous avez un point de vue. On ne peut que le constater, en fait, que les étudiants, ils ne sont pas traités de la même manière selon l'université où ils sont. Mais je voudrais revenir aussi sur un point par rapport aux appels à projets, aux manières de financer l'université. Donc le ministre nous dit qu'on est des nuls parce qu'on n'arrive pas à avoir des ERC, mais on n'a pas non plus les mêmes conditions de travail. Quand on dit qu'il nous manque 50 enseignants-chercheurs dans nos départements, ça veut dire que nos chercheurs et nos enseignants-chercheurs, ils cumulent aussi des heures complémentaires, ils font des fois double service pour assurer les enseignements dans ces conditions. Comment est-ce qu'on peut passer du temps, monter un projet, le déposer et puis il faut savoir que c'est... tout à l'heure on parlait de malthusianisme, mais c'est aussi du darwinisme, parce que on pose un projet, quand il y a 15% de réussite, on recommence et on recommence. Donc être enseignant-chercheur, c'est aussi un travail de résilience. C'est pas facile. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et il faut se battre constamment. Et je pense que Anne Fraïs, dans son discours, on sent aussi un épuisement, en fait. Et quand on parle de l'érosion des universités et de leur financement, c'est ça aussi, c'est la sensation de devoir constamment se battre contre des vents contraires et de devoir prouver notre valeur. Nous, dans notre territoire, par exemple, on a une région qui a coupé les financements, qui donnait 2,4 millions d'euros sur les 3 universités il y a jusqu'en 2023. Et en 2023, ces financements ont été coupés net. Donc voilà, c'est des coupes budgétaires successives, sont des chocs en fait que l'université encaisse de manière répétée. Et c'est ça qui nous conduit en fait à l'épuisement. Alors ça, c'est la situation vue depuis la présidence et l'enseignement dans les universités. Vue des familles et des parents et donc des futurs étudiants qui vont sur Parcoursup, c'est très différent. Il y a toute cette réalité où on se dit, est-ce qu'il ne faut pas aller direct dans une université où... les étudiants sont mieux financés, plutôt 10 000 que 3 000 euros, par exemple, ou 3 000 quelque chose. Et comment être sélectionné, puisque c'est ça aussi aujourd'hui, l'université, c'est la sélection dans beaucoup de disciplines qui autrefois ne l'étaient pas forcément. Nous en avons discuté avec Annabelle Allouche, qui est sociologue à l'université et prof à l'université Picardie, Jules Verne, et autrice notamment de Contester Parcoursup avec Delphine Espagno-Abadi. Parcoursup a introduit l'obligation pour tous les établissements et toutes les licences de toutes les universités d'introduire une forme de choix dans leur public.
les universités, selon les filières, selon les départements, le mettent plus ou moins en œuvre ou font avec en quelque sorte. Alors, il y a des universitaires qui ne veulent pas faire de sélection et qui trouvent des astuces en fait pour prendre le plus de personnes possible, sachant qu'il y a toujours la question des capacités d'accueil qui pèse comme une contrainte qui est imparable en quelque sorte, puisqu'on ne peut pas prendre plus d'élèves qu'on a de place dans l'amphithéâtre, mais qui joue sur d'autres éléments, si j'ose dire, dans les dossiers pour ne pas faire de sélection sociale par exemple, ou mettre plus de boursiers, négocier pour donner plus de place à certains types d'élèves. Mais ce qui est déjà faire de la sélection, puisqu'à partir du moment où on essaye d'avoir des publics choisis, on choisit son public. Après, il y a d'autres universités, notamment parisiennes, mais pas que, qui investissent cette possibilité de Parcoursup comme une possibilité de sélection tout à fait assumée, comme une façon de choisir son public et qui vont s'appuyer sur ce signal de qualité pour construire une image de marque et finalement aussi construire la possibilité de solliciter des frais d'inscription plus importants auprès des familles. Maintenant, il semble que ce soit plus du tout aussi évident, ça n'a jamais été complètement automatique non plus, d'accéder à un master. Là aussi, ça crée au sein de l'université un climat de sélection qui aussi un climat de stratégie, puisqu'il faut bien choisir sa licence dans l'optique de continuer après. Absolument. En fait, toutes les controverses autour de la mise en place du système Mon Master, qui est la plateforme actuelle pour postuler en master, fonctionne comme une manière, si j'ose dire, de resélectionner les étudiants. Alors après, l'accès au 2e, 3e cycle de l'université a toujours été sélectif scolairement et socialement. On considérait avant même Parcoursup et donc Mon Master que un DESS ou un DEA ou un master à l'université était aussi sélectif socialement qu'une grande école. In fine. Donc que la sélection à l'université, elle était mise en œuvre d'une façon qui pourrait ressembler à un entonnoir finalement. Donc cet entonnoir-là, il est en quelque sorte assumé avec aussi un discours sur le fait que ça ne relève pas d'un droit que d'accéder en fait à un master. Là où le bas blesse du point de vue des familles et du point de vue des candidats, c'est que on sait que le master, c'est le diplôme qui est le plus rentable sur le marché du travail. Et la frustration, elle vient de là. Donc par exemple, les débats autour des sans-fac ou des étudiants qui ont une licence mais qui n'arrivent pas à avoir un master par exemple en droit ou en psycho dans des filières très sélectives ou très demandées comme psychologie clinique ou droit pénal, c'est que en fait, il y a beaucoup de diplômés de licence et peu de place en master. Donc l'entonnoir, il subsiste, il est juste effectivement plus assumé avec ces plateformes et aussi il y a un discours des politiques autour du fait que finalement, avoir une licence, ça ne suffit pas à avoir le droit à poursuivre ses études finalement. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que le fait que ce soit sélectif, parfois, pas toujours, et le fait qu'il y ait un entonnoir, ça valorise aussi les cursus et les diplômes obtenus, et ça les valorise aussi sur le marché du travail. Moins d'élus, mais plus de reconnaissance. Tout à fait. Là, encore une fois, on est sur la théorie du signal, sur ce qui est rare et précieux en quelque sorte. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les formations, elles surfent sur les caractéristiques initiales de leurs élèves. C'est-à-dire que ce qu'elles valorisent, c'est qu'elles ont déjà sélectionné les meilleurs, autant, voire plus que ce qu'elles ont à leur apporter en quelque sorte. C'est que le diplôme, il valorise autant les caractéristiques initiales des élèves avant la sélection que l'offre de formation. Ce qui, du point de vue universitaire, est surprenant en fait. On devrait valoriser l'offre de formation spécifique comme centrale dans la qualité d'une formation, si on joue le jeu de la qualité de la formation et de la reconnaissance de cette qualité. Alors faut-il, chère présidente, cher président d'université, investir la sélection pour redorer le blason de l'université? Alors, Delphine Le Thor. Parcoursup, pour moi, c'est pas un outil de sélection, c'est quand même un outil d'orientation.
C'est l'outil qui permet de mettre en lien les candidats et leur formation. Et derrière Parcoursup, on a quand même des équipes d'enseignants qui examinent les candidatures et en effet qui établissent des critères pour accompagner les jeunes à faire le bon choix. Donc ce sont des critères académiques. Dans les filières en tension, comme par exemple les STAPS, le droit, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi des critères sociaux. C'est le rectorat en fait qui introduit des pourcentages de boursiers pour assurer une diversité socio-économique. Chez nous, on introduit aussi la sectorisation dans certaines filières. Donc ça peut être vu comme une forme de sélection, mais c'est aussi pour servir le territoire. Donc par exemple, en STAPS, on va prioriser les candidats de la Sarthe, de la Mayenne, pour qu'ils aient accès à ces formations-là. STAPS, c'est pour se former au métier éducation physique, du sport. Et on n'est pas dans une forme de sélection. Par contre, on est obligé de gérer une forme de pénurie. Donc, en fait, c'est là qu'on est un peu coincé. C'est que le nombre de places, il va être limité. Moins on a d'enseignants, chercheurs, moins on a d'encadrants, plus on est obligé de limiter. Donc ça, c'est la question du budget par laquelle on est rentré dans cette discussion sur l'avenir un peu de l'université. La sélection, qu'en est-il, El Moumoud, à PSL? C'est une université. Alors, on a le modèle de Dauphine. Par exemple, je montre un peu la direction. C'est pas si loin que ça de Radio France, qui sélectionne avec des droits d'entrée des droits plus élevés et progressifs. C'est le mot que je cherchais, merci. Et des filières sélectives de plus en plus, et des filières pluridisciplinaires, vous en avez un petit peu parlé, qui font, on n'aura pas le temps de passer le son, mais qui font un petit peu leur publicité sur les réseaux sociaux, parce que je me suis abonnée à vos facs, donc je vois un peu comment vous communiquer pour attirer des étudiants, les meilleurs ou les plus à même de réussir dans ces filières. On assume que l'université et les institutions de formation supérieure membres de PSL sont des institutions sélectives. L'école normale supérieure sélectionne, l'école des mines sélectionne, toutes nos écoles sont sélectives. Donc on assume ça. Et le côté plus université, de cette université qui compte des grandes écoles. Ce que nous sommes en train de lancer, ce sont les Paris School of Artificial Intelligence. Bon, j'en ai beaucoup communiqué ces dernières parce que c'est une nouvelle politique qui est de dire augmentons les effectifs dans les filières sélectives. C'est justement cette troisième voie que nous recherchons. Donc des filières sélectives, on en a un peu parlé déjà. Donc sélectives, mais moins sélectives ou non, sélectives, différemment, mais plus diversifiées. Beaucoup plus diversifié. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on ne comprend pas très bien dans ces filières sélectives, c'est que la reproduction sociale, je ne vais pas citer Bourdieu, Passeron... On l'a plus ou moins déjà fait dans l'émission, on a parlé de capital culturel. Mais oui, c'est l'un... Bon, j'aurais fait référence au travail aussi de Thomas Piketty. Les deux mécanismes de création d'inégalités en France, c'est le patrimoine matériel et immatériel par l'éducation. Et là, l'accès, grosso modo, l'accès aux filières sélectives des enfants de classe populaire a reculé par rapport aux années 60, malgré toutes les politiques qu'on a mis en place. Donc nous faisons un effort de dire que ceux qui ont le même niveau, et ils ont le même niveau, c'est simplement qu'ils sont moins bien accompagnés, il faut absolument les faire venir dans nos filières sélectives. Et pour ça, il faut investir. Alors, à quoi ça ressemble, ces nouvelles filières sélectives universitaires ? C'est assez pluridisciplinaire. C'est-à-dire que ça peut, par exemple, vous pouvez faire à la fois de la physique, des maths, mais aussi des sciences sociales. Vous pouvez faire des arts et des lettres. Vous pouvez faire des arts et des maths. Quelle différence avec une double licence ? C'est presque pareil. C'est presque la même chose. Moi, j'ai lancé la double licence intelligence artificielle et sciences des organisations à Dauphine en 2022. Ça a donné 50% de filles, alors que les filles dans les matières scientifiques, mathématiques, elles étaient 18%. Donc en fait, c'est aussi un critère de diversification d'offrir des doubles compétences. Mais je voudrais juste dire une chose. Parcoursup, je suis aussi d'accord. Alors pour nous qui sommes des universités, qui sommes une université sélective et qui l'assumons et qui souhaitons augmenter nos effectifs pour ne pas sombrer dans ce que j'appelle le malthusianisme étriqué, Parcoursup est une chance. Et je le dis très objectivement, tout simplement parce que ça nous a permis de diversifier nos profils de compétences.
Maths et philo, maths et ceci, maths et ça. Donc, alors, ce qu'on ne pouvait pas faire... Vous comprenez auparavant, la panique dans laquelle ça met un certain nombre de parents et d'étudiants? Ah, tout à fait. Je suis aussi parent. J'ai aussi des enfants qui sont passés par Parcoursup. Donc, je comprends très, très bien. N'écoutez pas toujours les officines qui se créent des compétences pseudo sur ce terrain-là. Les enseignants connaissent mieux Parcoursup que les pseudo-consultants qui naissent sur comme des prédateurs. Vous parlez des coachs en orientation? Voilà, par exemple. Il faut vraiment aller voir ses profs, aller voir et discuter, aller aux portes ouvertes. Toutes les universités ont mis en place du porte ouverte. Et ça, les plateformes numériques nous aident beaucoup à faire accéder à un nombre très élevé. Les portes ouvertes, c'est très important. Allez aux portes ouvertes. Renseignez-vous auprès des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et pas des officines. Donc, j'aurais un point de vue qui est vraiment très nuancé sur Parcoursup. C'est une avancée sociale assez importante quand même, parce que se satisfaire d'un taux d'échec qui était de 50% en licence, grâce à Parcoursup, il a baissé de 10 points. Ça, il faut bien le reconnaître. Donc, mieux appareiller les compétences des étudiants avec leur atterrissage, c'est pas une mauvaise chose. J'aimerais intervenir parce que, dans notre université, et l'ensemble des universités, on a une approche qui est non sélective. L'université, ça reste un moyen d'ascension sociale. Et la sélection avant l'entrée me dérange un peu parce qu'en fait, on découvre des étudiants qui peuvent être, par exemple, avoir un bac moyen, une première année moyenne, une deuxième année un peu mieux, et puis une troisième année brillante. Et en fait, l'université, c'est un travail sur le temps long. Et en fait, ce qu'on appelle l'échec n'est pas forcément un échec, parce qu'on a des étudiants qui vont rater leur premier semestre et réussir le deuxième, parce qu'ils auront tout d'un coup compris la méthodologie et comment travailler, comment acquérir une autonomie. Travailler à l'université, c'est pas facile, mais on acquiert une autonomie de pensée, une autonomie de travail, et l'université sert à ça. Donc la non-sélection, c'est quand même ouvrir les portes à des jeunes vers des avenirs qu'ils n'avaient pas pensé, que leurs familles ne connaissent pas forcément, parce qu'on est encore dans des territoires où, par exemple, les jeunes qui viennent à l'université sont les premiers de leur famille à y arriver. Nous, on n'a pas de formation, enfin, on a une alliance européenne d'université, on fait partie d'une alliance qui facilite les parcours internationaux pour les étudiants. Donc, il existe dans les universités plein de moyens, de manières de faire pour faire avancer nos jeunes sur des chemins qu'ils ne connaissaient pas. Et en fait, quand on s'engage dans une filière sélective, on est déjà sur un chemin tracé. Et l'université, c'est pas ça. C'est inventer son chemin, le créer, faire des fois des détours, mais c'est ça qui fait la richesse en fait de nos universités. C'est de ne pas avoir un chemin tracé au départ. Et c'est ce qui peut faire peur aux familles aussi. Mais moi j'ai des étudiants justement qu'on a vus en échec, qui ne le sont pas forcément parce qu'ils ont fait 1 an à l'université et après ils en sont partis et ils ont retrouvé une voie dans laquelle ils se sont épanouis. Et ce passage à l'université, ça a permis ça. C'est difficile à défendre dans le monde actuel. Il faut que vous lisiez le livre du sociologue Marwan Mohamed. C'était pas gagné, qui est passé du plus ou moins décrochage scolaire à une grande réussite, grande réussite, en tout cas, il est chercheur et professeur d'université, en tout cas chercheur en sociologie, chercheur au CNRS. Je ne sais pas s'il enseigne du coup, pas forcément. En tout cas, on l'a déjà invité dans cette émission, c'est un spécialiste de la violence des jeunes. Alors, je lisais pas mal de trucs d'articles, je voyais des contenus vidéo sur les États-Unis, où de plus en plus, dans la Silicon Valley,
parler, se faire entendre une petite musique sur... On n'a pas forcément besoin d'étudier, c'est ce que dit Mark Zuckerman, le fondateur de Facebook. Trop de gens passent 4 ans à l'université, accumulent des dettes parce qu'aux États-Unis ça coûte cher et n'acquièrent souvent pas de compétences utiles, donc un peu l'inverse de ce que vous venez de dire, Delphine Le Thor. Je ne peux pas vous faire débattre avec Mark Zuckerberg, on l'a pas encore invité, peut-être qu'il viendrait. Et en fait, ça m'a fait penser à une chose, c'est une déclaration d'Emmanuel Macron, mais c'était en 2022, écoutez. Les universités ne devront d'abord plus seulement garantir l'accueil des étudiants dans une formation, mais garantir l'orientation des jeunes vers l'emploi. Et ça, c'est quelque chose que la nation tout entière doit construire, ce qui est frappé au coin du bon sens. L'université doit d'abord préparer nos jeunes à exercer leur futur métier. Elle doit leur donner des savoirs, des compétences qui ouvrent les portes de l'emploi, qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais d'emplois aussi industriels, technologiques, de services ou autres. En somme, elle doit devenir plus efficacement professionnalisante, car on ne peut pas se satisfaire de l'échec de nos étudiants dans les premiers cycles, ni du taux de chômage trop élevé des jeunes qui sortent de certaines filières universitaires. Faut-il devenir professionnalisante pour l'université pour survivre, Helmut Mood? Non, mais ça a beaucoup changé. Encore une fois, ça a énormément changé. Il ne faut pas rester sur ce modèle-là. L'apprentissage, par exemple, a créé une situation dans laquelle nos étudiants vont à l'entreprise passer la moitié de leur temps et à l'université. Et ça, c'est un réducteur, en plus de discrimination à l'embauche, parce que du coup, on embauche plus facilement des gens qui ont des noms comme le mien, quand on est déjà en apprentissage, que c'est aussi un facteur d'efficacité, parce que ça fait rentrer très vite sur le marché du travail les étudiants, à condition que ce système ne soit pas dévoyé par des prédateurs. Première chose. Donc ça a beaucoup changé. Je pense que le discours de ces Zuckerman, pas Zuckerman du tout, au contraire, Zuckerman, etc., de tous ces gens, Thiel, des GAFAM, qui disent arrêter d'étudier. Peter Thiel, voilà. Bon, c'est quand même des gens qui sont des queues de distribution statistiques, qui sont très très minoritaires, qui ont arrêté d'étudier pour monter leur boîte. C'est quand même pas le système généralisé. Je ne sais pas si on peut parler de modèle de réussite pour Peter Thiel. C'est encore très différent. C'est très différent. Non, mais il y a une attaque aujourd'hui aussi contre l'université. Est-ce que c'est idéologique? C'est une stratégie d'internalisation, ce qu'on appelle l'internalisation. Certains grands groupes auraient une tentation d'internaliser la formation dans leur giron, dans leur système, pour la rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus adaptée à leurs besoins. Nous, ce que nous produisons, c'est des individus libres, des intellectuellement formés à la critique, des décideurs, bien entendu, aussi. Mais aujourd'hui, les docteurs trouvent de la place dans le privé, trouvent de la place dans le public. Mais est-ce que c'est pas ça qu'il faut défendre au lieu de courir après la professionnalisation, mais elle existe déjà. La formation intellectuelle. En fait. Mais elle existe déjà, la professionnalisation. Vous l'avez dit, Delphine Le Thor. C'est les deux. À l'Université du Mans, on a 10% d'étudiants qui sont en apprentissage. Donc la professionnalisation, elle est dans les formations. C'est une méconnaissance de l'université de dire que on ne professionnalise pas nos formations. C'est déjà le cas. On vient, nous, de remporter un PIA CMA. Donc CMA, c'est compétences métiers d'avenir sur le nucléaire. On va former des jeunes, enfin des jeunes et des moins jeunes, en tant que experts des bac plus 3 à bac plus 8 sur le nucléaire. Donc c'est déjà le cas. C'est déjà le cas dans un climat où on se demande comment survivre aussi. Donc c'est quand même assez compliqué pour vous de tenir à la fois le rôle de représentation, de vitrine, de dire que ça se passe bien et qu'on arrive à faire des choses, et en même temps, on est en déficit, il n'y a plus suffisamment de budget. Julien Gossa, qui est sociologue enseignant à Strasbourg, parle de démassification. Je voulais reprononcer ce mot. Est-ce que finalement, on va aussi pas vers nous n'allons pas vers un monde où on compterait moins d'étudiants, en pourcentage en tout cas, parce qu'on n'a pas autant besoin de gens formés intellectuellement. C'est l'objectif qu'on nous le dise. Mais la société va perdre... C'est pas un peu en creux ce qu'on vous dit?
À force de Moi, financement si, insuffisant, comme si c'est ce que vous dénoncez. Oui, c'est ce qu'on dénonce, c'est ce qu'on soupçonne. Et on est en train de se battre pour dire que non, l'université, c'est un pilier de la société. On est là pour faire avancer, on modernise nos formations, on prépare les métiers de l'avenir, on prépare la société de demain. Et ça, c'est le travail des universités, parce qu'on est des chercheurs. Et il y a les écoles privées. Personne ne peut remplacer ce que fait l'université sur les territoires. C'est tabou de parler de démassification, de dire que c'est peut-être ça qui est recherché par les pouvoirs publics. Je crois qu'il y a une recherche il y a un sous-financement de l'enseignement supérieur, ça je l'ai déjà dit. Les dépenses publiques sont mal orientées. 8% des dépenses publiques seulement pour l'éducation en France, contre 10% en moyenne dans les pays de l'OCDE. J'aime bien donner les chiffres parce que on sort des idées reçues. Donc on sous-investit dans l'éducation. Mon collègue Patrick Artus a fait une tribune dans Le Monde en disant économiste, effectivement, que le problème du sous-investissement dans l'éducation, du primaire à l'enseignement supérieur, c'est un problème de perte de gains de productivité énorme et de croissance. Donc si on veut vraiment redevenir souverain et avoir une dimension technologique, il faut continuer à investir dans l'université. Et par ailleurs, on va avoir une démassification objective du fait de la démographie, ça c'est certain. Mais il ne faut pas oublier les étudiants internationaux. On a un problème de vivier qui se réduit si on n'a pas d'étudiants internationaux. Merci beaucoup Delphine Le Thor, merci El-Mouhoud. Le titre de votre dernier livre, Le prénom esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne, et ça a été publié au Seuil. Merci à Avril Ventura, adjointe à la production, François Richer, le technicien réalisateur d'Être et Savoir. La semaine prochaine, nous parlerons du secteur de l'animation suite aux graves affaires de pédophilie dans des écoles en France, notamment à Paris, mais pas seulement. Et c'est le sujet de Cache Investigation, diffusé demain soir sur France 2. J'ai pu regarder ce reportage, c'est très dur, très important de le voir. Il est signé Claire Tesson et on en parle avec l'équipe de Cache Investigation la semaine prochaine.